Bonsoir, bienvenue à l'Atelier Librairie, le livre Voyageur, animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes le 23 février 2021 et je poursuis encore ce soir cette minuscule odyssée en compagnie de Claude Deftely, ce poète, cet écrivain parfaitement discret, méconnu encore aujourd'hui, et qui est pourtant occupé un rôle important d'animateur culturel. Alors j'ai commencé à regrouper tous les ouvrages que je possède de Claude Deftely ou autour de Claude Deftely, et à mon grand étonnement, j'en ai beaucoup plus que je l'imaginais. Ce soir, je vais pas vous montrer tout ce que je possède dans ma bibliothèque personnelle, mais je vais vous montrer quelques ouvrages. Je vais me limiter à 3 ou 4 ouvrages. Il y en aura bien d'autres au cours des, des- des prochaines vidéos. Alors, je pense que demain, on va être encore avec Claude Deftely et après-demain, sans doute aussi. Alors, mais je ménage mes effets, je ménage mes effets, oui, et je garde quelques cartes dans mon jeu. Mais avant de commencer cette vidéo, je voudrais vous, vous annoncer cette nouvelle que vous ne savez peut-être pas, ou si vous le savez, bon, ça sera un rappel à l'ordre. Euh, Laurence Ferlinghetti est décédée aujourd'hui à San Francisco à l'âge de 101 ans. Comme quoi la poésie, ça garde vivant. Il a fondé la City Light Bookshop. Il est devenu assez rapidement éditeur. Il a publié Allen Ginsberg. Il est allé en procès en 1957 pour le recueil de poésie Hulk, attaqué pour, euh, pour obscénité. Euh, Peut-être qu'aujourd'hui encore, hein, les procès pour obscénité, c'est pas tout à fait à l'œuvre, mais peut-être que l'autocensure, elle, étant bien installée dans les esprits, c'est à l'intérieur des cerveaux qu'ont lieu les procès. Dans les années 70, on disait il avait un flic dans sa tête, c'est-à-dire un désir de contrôler, un désir de régimenter, un désir d'imposer, un désir d'incarcérer. Bon. Alors donc, oui, mais il a été acquitté. Il a été acquitté. Et par la suite, il a publié d'autres poètes, Grégory Corso, Jack Kerouac, euh, William Burroughs. Et sa librairie a été un fer de lance de la contre-culture. Il y a un détail qui est beaucoup moins connu par ses biographes, et sans doute les textes hagiographiques qui ne manqueront pas de lui être consacrés dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, passeront sous silence un élément important de, de son travail d'éveilleur de conscience. Comme il le disait, c'était la tâche du poète de faire monter le niveau de conscience. Et Ferlinghetti n'hésitait pas à utiliser ses talents de commerçant, de promoteur, d'entrepreneur culturel pour faire la promotion, devenir l'apologue, devenir le promoteur de la révolution psychédélique. Et cette révolution-là psychédélique avait besoin de certaines combinaisons moléculaires dont lui et ses amis avaient le secret. Alors je vous renvoie à une vidéo que j'ai commise il y a 2 ans, si ma mémoire est bonne, concernant cet aspect absolument méconnu, caché, passé sous silence de l'apostolat psychédélique de Laurence Ferlinghetti. Alors, je vous invite à l'écouter, je vais la mettre en note en bas de page. C'est assez amusant de s'auto-référencer. Je vous ai déjà raconté que parfois il m'arrivait de faire des recherches sur des auteurs et je ne trouvais pas grand-chose, et j'étais parfois assez consterné de découvrir qu'il y avait une personne qui avait parlé de cet auteur-là
c'était moi. Alors laissez-moi vous dire que quand je deviens une référence pour moi-même, c'est plutôt à minima emmerdant et, à maxima hyper désagréable. Hein, devenir... Mais par contre, cette fois-ci, je vais le faire. Alors, je vous renvoie à à la note en bas d'écran concernant les activités underground de Laurence Ferlinghetti. Alors, il a aussi, on lui doit aussi le fait d'avoir publié le premier recueil de nouvelles de Charles Bukowski en 1972. Et là, c'est plutôt amusant parce que si Ferlinghetti était le chantre, euh, le grand organisateur de la révolution poétique américaine, et avec son cortège de hippies et de jointeurs de pointe, Bukowski détestait les hippies. De même que Kerouac aussi, qui les appréciait assez peu. Il ne faut pas oublier que Kerouac est un esprit plutôt conservateur. Oui, conservateur, oui. Et donc, les deux appréciaient peu les hippies. Mais Ferlinghetti, mais déjà en 72, quand Bukowski a publié son premier recueil, ben, le mouvement hippie était pratiquement terminé et déjà les punks commençaient, les pré-punks avec la scène new-yorkaise, les New York Dolls entre autres, Lou Reed, et préparaient le chemin aux Sex Pistols et aux Ramones et tous ces groupes qui eux aussi détestaient les hippies, il faut quand même bien le dire. Hein. C'était une réaction assez chevelue, hallucinée. Alors donc, oui, aujourd'hui, on salue le départ. C'est amusant quand même de voir à quel point en tout cas dans les médias québécois, le Journal de Montréal, la presse, euh, en fait, on parle jamais des poètes dans les grands quotidiens. Je ne m'en désolerai pas. Je considère que les choses vraiment importantes, on ne doit pas trop en parler. N'est-ce pas? Et la nécessité. Bon, moi, je suis encore trop jeune pour être un poète, n'est-ce pas? Mais la nécessité d'incarner la poésie, je pense que c'est l'apanage du grand âge. Et Ferlinghetti, qu'on aurait pu penser qu'il avait atteint une sorte d'immortalité, hein, centenaire, c'est l'éternité, eh bien, incarnait bien ça, à mon avis. On doit commencer à prendre des poètes au sérieux à partir de l'âge de 80 ans. Mais on s'aperçoit bien que la poésie, au fond, rien n'est plus important que ça. Rien n'est plus partagé que ça. Et passer les mouvements vifs du corps, de l'adolescence bien souvent médiumnique, qui a accès à des intuitions très hautes, on a tous du génie à 15 ans. Hein? On est tous fulgurants d'intuition, combinés à la montée intempestive de la libido. Libido et conscience, conscience éveillée formant un mélange explosif, une déflagration littéralement. Mais par la suite, les années de l'âge adulte, l'âge périlleux, l'âge ennuyeux de la vie adulte commencent à faire sentir son poids. Là. Et là, les, les poètes fulgurants, les intuitions géniales des jeunes femmes ou des jeunes hommes de 15-16 ans, on les retrouve 20 ans plus tard, 10 ans plus tard, que dis-je, avec des préoccupations terre à terre. Et on ne survit pas parfois à ces considérations-là terre à terre. Et après, ben, même si la vie offre des opportunités d'aller foutre un bordel gigantesque dans sa propre vie, eh bien, on fait le calcul des pour et des contre, on évalue les avantages, les désavantages, et puis finalement une vie tranquillou,
à l'abri à l'abri des coups du sort, à l'abri de l'imprévu, à l'abri des accidents, eh bien, devient notre obsession. Et, et là, on est devenu des adultes, on est devenu de grandes personnes respectables, avec des intérêts de grandes personnes, des intérêts qui sont d'un ennui, ne le cachons pas. Maintenant, c'est les téléséries, tout le monde est hypnotisé, anesthésié par les téléséries, coincé entre la pandémie et Netflix, hein? Deux pôles qui nous ratatinent l'esprit, qui nous ratatinent la vitalité, et puis là, ben, on devient chevrotant, apeuré. Mais les poètes sont là pour foutre le bordel. Et c'est pour ça, mais, il ne faut pas trop tôt endosser ce karma de poète. On arrive à Claude Effly. Mais Claude Effly, c'est ça aussi, son génie. C'est ça, sa grandeur. Il fumait le cigare, Claude Effly. Il fumait des gros cigares. Et il se prenait tellement pas au sérieux que c'est vrai que c'était difficile de le prendre au sérieux. Mais il travaillait. Il écrivait ses recueils, les 800. Hein, hier, je vous ai, suite à au catalogue de mon confrère François Côté, il a fabriqué 800 petits carnets. Non, j'en ai pas amené un ce soir. Je vais vous garder ça pour les prochains jours. Qui offrait. Je sais que j'en possède quelques-uns qui m'ont été offerts, très curieusement offerts, ouais, parce que lui, il les offrait. Ah. Mais il se prenait tellement pas au sérieux que sans doute les gens qui ont reçu ces petits carnets holographiques et agrémentés de petits dessins, de découpures, de découpures d'images diverses. Hein. Demain, je vais vous montrer ça. Eh bien, on me les offrait. Et j'en ai un, je me souvenais pas d'avoir ça, c'est quand même curieux la vie, qui a appartenu à Yvon Boucher. Vous savez, Yvon Boucher, si j'en ai pas parlé, je vais finir quand même par le faire. Yvon Boucher, j'avais donné une conférence, la seule conférence que j'ai donnée dans ma vie à l'université, il y a déjà quelques années, sur Yvon Boucher. J'avais été invité à produire une communication savante. Écoute, honnêtement, pseudo-savante. Et Yvon Boucher s'était présenté à cette communication-là, ce qui avait foutu un peu le bordel. Parce que Yvon Boucher, c'est l'écrivain délinquant par excellence. Alors lui, s'il était connu, là, disons, plus connu que par les initiés de la littérature, on lui ferait un mauvais procès ou un procès juste, n'importe, mais il serait cuit. Il serait cuit. Parce que, entre autres, une des thèses de sa pratique d'écriture, c'est que la pornographie est bonne pour l'éducation sexuelle des femmes. Alors, il ne se qualifie pas de pornocrate, mais il se qualifie de pornophile, jugeant la pornographie comme un grand outil de connaissance et d'émancipation. Alors, vous doutez bien que ce genre de propos-là, dans l'atmosphère dans laquelle nous sommes, ça serait récusé. Et il y a près de 20 ans, j'avais écrit une préface à sa demande pour un recueil un recueil d'aphorismes qui n'a pas vu le jour, mais qui a fini par voir le jour, publié par Ses Bons Soins. Je rappelle rapidement Yvon Boucher, il a été chroniqueur, il a été journaliste, critique littéraire au journal Le Devoir au milieu des années 70, et il s'en est pris dans ses chroniques aux nationalistes, aux marxistes et aux féministes. Donc, rien pour plaire, et sa tête a été mise à prix. Il y avait même eu une manifestation devant sa maison exigeant sa démission. Alors, je me rappelle plus des détails, il a peut-être été congédié. Alors, il y a l'anathème, je ne vais pas vous parler d'Yvon Boucher, mais
il avait fait un recueil d'aphorismes qui s'appelait Mange l'amour, hein, ou Mange la marde. Et, et là, il m'avait demandé de faire la préface. Et finalement, il l'a publié à compte d'auteur. Il l'a republié tout récemment. Et, euh, et là, ben, je signe à nouveau la préface, mais il a changé des mots, il a changé des phrases, il l'a un peu réécrit. Et il m'a envoyé ça par la poste il y a quelques semaines. Et, euh, et là, c'est écrit préface, Bruno Lalonde, libraire. Oh shit. Ça, c'est vraiment me mettre dans le trouble. Mais en même temps, l'atmosphère, elle est tellement à la pudibonderie. Je, je, je me demande si je ne deviendrais pas un délinquant, mais bon, c'est sûr, je dois assurer, bon, la viabilité de mon commerce et je dois pas trop me mettre dans le trouble. Et dans les difficultés, déjà être libraire, c'est une difficulté, c'est en soi une difficulté, mais euh, ouais, puis le titre, je vous le dis pas, mais c'est 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 du pur boucher. Euh, une espèce de génie fou. Mais donc, j'ai ce carnet-là parce que lui et, euh, et Claude Effly, ils ont fait partie d'un groupe qui était animé, entre autres, par Claude Effly, Patrick Coppens, Gaëtan Dosti, pour nommer ceux qui me viennent en tête. Là. José Aclin, euh, Marc Vaillancourt, mais les deux, les grands organisateurs de ces mardis de Port-Royal, c'était Patrick Coppens et Claude Effly. Et donc, ils se réunissaient, je pense que c'était tous les mardis de chaque mois, où ils lisaient leurs textes, s'offraient des critiques, faisaient ripaille et buvaient. Et Boucher, trublion, punk, délinquant, trash, trouvait le moyen de foutre le bordel le plus qu'il pouvait. Alors probablement, Effly, du temps où ils ont été amis, lui avait confectionné ses petits carnets, hein, 800 petits carnets, et je me souviens pas si Boucher me l'a offert ou si je lui ai acheté, je me souviens pas. Hein. Bon. Mais j'ai été étonné de retrouver ça dans mes affaires. Je savais que je possédais quelques petits carnets, mais celui à Yvon Boucher, alors il y a quelque chose à la fois de sentimental pour moi d'avoir cette chose-là entre les mains. Bon. Mais les mardis de Port-Royal, est-ce que j'avais déjà été invité? Probablement. Mais j'ai un côté, bizarrement, je suis à la fois sociable et je suis à la fois sauvage aussi. Alors, peut-être que j'ai ma dose de sociabilité quand j'ouvre mon échoppe tous les matins et je vois du monde à longueur de journée. Peut-être le soir, j'ai simplement envie de me retrouver avec ma compagne, les livres et de me reposer. Alors peut-être que j'ai dû décliner les invitations. Je ne me souviens pas non plus. Bon. Alors, je vais vous montrer quatre choses. Je vais vous montrer quatre choses. Ouais, je vais vous montrer quatre choses. Est-ce que j'en ai assez dit pour Ferlin Getty? Oui, il y a quelques années, 3 ou 4 ans, a été publié un de ces un carnet une sorte de carnet de voyage. Je l'ai parcouru et finalement, ça m'a pas tenté de l'acheter, par conséquent de le lire. Et j'aurais bien aimé, par contre, je me serais emparé de l'ouvrage et avait fait mention qu'il avait été un grand bagagiste. Hein. Un euh, oui, un grand bagagiste. Mais bon, en tout cas, allez voir la vidéo. Et je pense détenir une information capitale pour l'histoire des lettres américaines et même universelles. Mais bon, allons-nous accorder foi, crédit à un modeste libraire d'occasion et d'ancien, situé dans une rue improbable, dans un pays non existant, dans une contrée boréale, ensauvagée? Je ne sais. Par contre, j'y étais et je sais de quoi je parle. J'ai pu expérimenter
moi-même, ce dont il est question dans la vidéo en bas de l'écran. Alors donc, je vais vous montrer 4 ouvrages. Oui, je vais y aller. Ça, je vais me garder ça. Ouais, je vais y aller. Hier, je vous ai évoqué qu'il avait publié aux éditions Rouge-Maille à Paris. Bon. Rouge-Maille à Paris, ce que j'ai cru comprendre, les informations sur certains poètes, sur certains écrivains ou certains galeristes sont si ténues que même le numérique ne peut pas nous venir en aide. Alors, il faut compulser ces dictionnaires, il faut les ouvrir, il faut aller voir aux index de quoi débusquer l'auteur en question. Et dans ce cas-ci, peut-être Phonographie va apparaître, Phonographie qui est d'une érudition qui, heureusement pour nous qui avons le sens de l'admiration, cette haute qualité, eh bien, nous nous inclinons devant son érudition. Alors, je vais vous montrer un premier ouvrage de Max Clarac-Seyroux. C'est Ode à Elsebord, chez Rouge-Maille, Paris, avec une lithographie originale de l'auteur. Et qui était ce Max Clarac-Seyroux? Eh bien, il était galeriste à Paris de 1955 à 1995, la Galerie du Dragon. Les amateurs d'art connaissent cette galerie. Et c'était d'abord une librairie qu'il a lui-même transformée en galerie avec l'aide de ses amis écrivains. Amis écrivains, je vous nomme les noms, hein? Alain Jouffroy, Michel Butor, Henri Michaud. Rien de moins. Et par la suite, il y a eu des expositions où on pouvait retrouver des artistes très importants comme Victor Bronner, Giacometti, Roberto Matta, la mouvance à la fois surréalisant en tout cas, s'y donnait rendez-vous dans cette galerie Le Dragon. Alors, deuxième ouvrage, Claude Effly a publié un texte chez Rouge-Maille et je vous montre l'autographe. Tenez. Je vous laisse le temps. Remarquez aussi, hein, vous pouvez mettre ça sur pause. Vous pouvez même me mettre moi-même sur pause. Alors, vous voyez. Alors, qu'est-ce qu'on y lit? Les domaines publics et les chemins de l'amitié à Louis Portuguet. Louis Portuguet, on l'a vu dans une vidéo il n'y a pas si longtemps, on fait partie de la revue Paysage, Cahier pour un paysage inventé, dans laquelle apparaît Asger Jorn et Guy Ernest Debord et Patrick Strarham, qui avaient voulu implanter une antenne situationniste à Montréal, et dont Louis Portuguet Louis Portuguet faisait partie du groupe. Dit encore Gédéon, nom des premières montgolfières, Claude Effly, ce soir, presque ce matin, le 8-9 août 1953. Alors, je vous le montre. Alors, vous voyez. Alors, c'est un livre, évidemment, c'est une plaquette, tirée à 65 exemplaires et achevé d'imprimer le 10 juillet 1950 sur les presses à main de l'atelier Rouge-Maille. Cette plaquette a été tirée à 65 exemplaires, dont les 27 premiers hors commerce réservés aux amis de l'éditeur. Alors, par contre, ça ne nous dit pas, attendez, on va essayer de voir qui a fait la page couverture. Non, probablement Claude Effly lui-même. Alors, je ne sais pas. Probablement, j'ai dû acheter ça à mon confrère, François Côté, très certainement. Ayant
comme vous l'avez entendu hier, ayant une grande passion pour cet écrivain tellement discret, mais qui, selon la, la philosophie surréaliste, a voulu vivre en poésie. Je sais bien, le cliché est éculé, je sais bien, on ne vit pas en poésie, patati patata, je sais tout ça. Mais je pense quand même qu'on vit en poésie. Et il faut s'organiser quand même. Même si la démarche peut paraître infantile. Mais regardez de toute façon autour de vous. Qui sont les gens sérieux? Et quelles sont leurs préoccupations? C'est assez pitoyable, hein? Alors, vivre en poésie ou avoir de grandes ambitions financières ou simplement regarder la vie passer. Alors, tout si bien de la vivre en poésie. Alors, troisième chose que je vais vous montrer. Vous vous rappelez hier, j'ai toujours par le, le, la- le CV rédigé par François Côté, j'ai parlé de la revue Périscope. Bon, la revue Périscope a été fondée en 1958 par F. Lee et c'était une revue qui devait réunir des auteurs de la francophonie. Francophonie qui a commencé au début des années 70. Avant ça, on écrivait en français et la langue française était en soi notre patrie. Et puis les diverses langues françaises parlées à travers de multiples continents, n'est-ce pas, dont l'africain et même le Vietnam fait encore partie de la francophonie. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une soixantaine de pays qui sont membres de la francophonie, qui ont essayé de faire une sorte de pendant au Commonwealth britannique, Canada, qui fait à la fois partie de la francophonie et qui fait partie du Commonwealth. Bon, c'est une autre histoire. Et donc, mes ventes, faute d'intérêt et tout ça, bon, vous connaissez la suite. Et les éditions L'Hexagone, 20 ans plus tard, ont relié dans un seul volume le périscope et c'est devenu un petit livre. Hein? Voyez le dos, l'hexagone, le périscope. Alors, c'est quoi? C'est 8 numéros. Je vais vous en montrer. Mais encore là. Alors, oui, ça a été publié par F. Lee pendant 2 ans, de 58 à 60, et relié en 78 par l'Hexagone. Et l'exemplaire que je possède, c'est celui-ci. Tenez, je vous le montre à l'écran. C'est l'exemplaire de Gérald Godin. Et Claude F. Lee, esprit malicieux, c'est l'exemplaire numéro 76 avec un point d'exclamation. On aura compris 76, l'année 1976 où Gérald Godin a été élu député péquiste. Donc en novembre 1976. Alors, pour Gérald Godin avec l'amitié de Claude H. Et 1er mars 1979. Alors oui, le périscope, en 1958, vous avez l'aile nationaliste, incarnée par Gaston Miron, et vous avez l'aile surréaliste, incarnée par Roland Giguère. Et le périscope devient le point de rencontre entre ces deux courants-là qui vont d'une certaine manière, propulser la parole poétique et la rendre presque audible à tous dans cette incarnation de désir, de liberté qui a amené presque les Québécois à conquérir leur indépendance. C'est pas de la faute des poètes, en tout cas, si le Québec n'est pas devenu un pays. Les poètes ont tout fait
ont tout fait pour que le Québec devienne un pays. C'est peut-être les politiciens, ces gens extrêmement sérieux, qui ont failli à la tâche. Mais les, 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 euh, les politiciens travaillent leur matière première, c'est les êtres humains. Ils ont affaire à la contingence. Ce sont des artistes, parce que moi je prétends que les politiciens, ce sont des artistes. Personne ne veut admettre ceci. Et j'invite d'ailleurs toujours les artistes mais les artistes, ce sont évidemment des êtres plus raffinés, mais j'invite les artistes à adopter le modèle politicien. Non pas pour vendre leur salade, mais dans la capacité à recevoir des coups de poignard dans le dos quotidiennement et de se réveiller le matin frais comme des roses et repartir. Et ça, personnellement, je suis admiratif de l'énergie folle que déploient les politiciens pour faire avancer parfois des dossiers lilliputiens. Mais ça prend une énergie titanesque pour faire bouger ne serait-ce qu'un grain de poussière. Et les politiciens ont cette énergie-là. Et ça, j'invite les écrivains, les poètes, les artistes, peu importe la catégorie, à déployer ce type d'énergie-là et d'avancer, peu importe les critiques, comme un politicien. Et voilà. Alors donc, ce qu'on retrouve alors dans ces numéros reliés ensemble, alors vous voyez Périscope, cahier des poètes d'expression française. J'aime beaucoup cette expression-là. D'ailleurs, à la librairie, quand on parle de littérature anglaise ou littérature française, je m'efforce toujours de dire d'expression française, d'expression anglaise, plutôt que anglophone ou francophone ou pas de fun du tout. Alors, personnellement, je l'aime, cette expression-là. Alors, je ne dis pas c'est une expression française. Alors, j'en profite, hein, expression française. Puis, expression anglaise, ça sonne pas mal non plus. Mais anglophone ou no phone. Alors donc, oui, mais je vais vous lire quelques-uns pour vous donner une idée. Je ne vais pas vous lire les Québécois, mais je vais vous lire les non-Québécois. Hein? Les Belges sont bien représentés d'ailleurs. Donc, André Blavier. Alors donc, oui, André Blavier, vous disais-je, Jean Catelin, Achille Chavet, ce fabuleux aphoriste, Marcel Havren, un autre surréaliste belge, mais Marcel Havren, incroyable. Je pense que j'ai dû lui consacrer une vidéo à Marcel Havren. Je pense, oui. Je vais aller vérifier moi-même. Je vais aller m'auto-référencer. Oui, mon cher Bruno, t'as fait une vidéo sur Marcel Havren. Théodore Koenig, Joseph Noiret, Franz Moreau, Norge, c'est quand même Jean Rouchelot. Et voilà. Alors, numéro 1, printemps 1958. Le numéro 2, été. Alors, c'est quand même une sacrée belle trouvaille. Je veux dire, bon, cet exemplaire-là, il m'est cher, évidemment. C'est une des belles pièces de ma collection, je dirais. Surtout par le destinataire, Gérald Godin. Et là, je vais conclure en vous renvoyant, avant de vous montrer le dernier ouvrage, cette dernière plaquette de poésie. En fait, c'est pas plaquette qu'il faut dire, c'est brochure. Je vous renvoie au blog de Jean-Louis Lessard. Jean-Louis Lessard, qui est un professeur de littérature à la retraite, a fait un blog qui s'appelle Laurentiana et qui est consacré, lui aussi, c'est une référence. On cherche un titre, on cherche un auteur. Il y a de très fortes probabilités qu'on tombe sur le blog Laurentiana de Jean-Louis Lessard. Et c'est toujours pertinent ce qu'il dit, et ce n'est pas fastidieux. La lecture n'est pas fastidieuse.
Il nous explique le livre, succinctement l'auteur, la trajectoire du livre, dans quel courant il s'inscrit, les thèmes qui y sont développés. C'est un travail classique, c'est efficace, c'est concentré, c'est ramassé et c'est très bien écrit. J'ai eu le plaisir de lui parler il y a peut-être un peu plus d'un an, suite à... Parce que, évidemment, les réseaux et puis le cercle des amoureux de poésie, de littérature étant un cercle assez restreint, n'est-ce pas? On finit invariablement par se croiser. Et c'est là aussi l'avantage de fonctionner en réseau, c'est que on se revoit les uns les autres et on se livre de l'information, comme le fait Phonographie. Et c'est ça l'avantage du cerveau connecté. C'est de pouvoir recueillir un maximum d'informations très rapidement. Bon, information dans le cas de la poésie, qui peut-être ne sert pas à grand-chose, si ce n'est qu'à vivre avec plus d'ampleur, ou peut-être plus de petitesse aussi, parfois. Faut se faire plus petit pour accueillir des grandes choses. Et donc, ce que dit, parce que, bon, j'ai fait une recherche rapide et je suis tombé sur le blog Laurentiana sur cette dernière petite chose que je vous montre à l'écran. Et c'est La vie reculée, les poèmes de Claude Effly, des gravures de Anne Cahan, publiées aux éditions Erta, La Maison, l'édition de Roland Giguère, maison d'édition mythique. Et ce petit recueil a été publié, regardez, et là, à mes amis canadiens. Nous étions canadiens en ce temps-là. Et, regardez, je vous l'ouvre au hasard. Vous voyez les gravures? Alors, c'est tiré à 100 exemplaires. Et celui-ci porte le numéro 17 et ça a été publié en 1954. Ce que dit Jean-Louis Lessard, il commente un des poèmes et c'est La vie reculée que je vais vous lire, qui est le dernier poème du recueil. Aux frontières des mots, frontières du rire, la voix n'est déplacée par aucune onde d'outre-monde. Je n'entends ce soir au salon que les voix des femmes et parfois une note plus grave, les paroles d'un homme durement éprouvé par des chagrins très loin retirés, dans les jardins d'un précoce hiver. Il neige nos rêves sur la neige des nudités, l'oubli, la saveur des écorces d'incertitude, de navires, d'avions, de chemins de fer encore, au plus fort de nos colères. Une automobile dernier modèle, cela signifie simplement les yeux cernés, les mains fermées, sur des silex sans force et sans chaleur. Je n'en puis plus de vie reculée, d'amis perdus. Alors, ce que laisse entendre Jean-Louis Lessard, c'est que ce poème-là aurait été inspiré par les années de guerre, qu'aurait connu d'une certaine manière, enfant et entrant dans l'adolescence, Claude Effly. Il dit également que ce recueil-là est passé inaperçu. Alors, en 1954, on ne l'a pas vu. Hein? Voilà, on ne l'a pas vu, on n'a rien vu. Mais souvent, c'est ça aussi la poésie. Et c'est là aussi sa grandeur. C'est qu'on ne la voit pas, mais elle agit quand même. Elle a un effet quand même. Et cet effet-là ne se fait pas sentir immédiatement de manière spectaculaire, de manière éblouissante. Mais ça agit, là.
ça agit dans l'ombre, ça travaille dans les marges, dans les recoins, dans l'obscurité. Et ça alimente des mouvements de masse qui, on ne voit pas. Et quand ces mouvements de masse-là finissent par former un agrégat énergétique, hein, un égrégore, une nouvelle réalité, eh bien, tout à coup, ça nous semble si évident, mais cette évidence-là qui était tapie là, dans des couches souterraines, dans des strates, là, finit par, et qui s'accumulent, et qui finissent par se sédimenter, qui finissent par créer une espèce de mouvement souterrain, là, où nos pieds, où on marche, mais on sent que les choses commencent à se dérober. J'avais commis une vidéo sur le printemps 2012. Hein? Phonographie va s'en souvenir, celle-là, parce qu'on en a parlé après de vive voix, où j'avais dit que 2012, c'était le fameux printemps 2012, là, du mouvement de la grève des étudiants, qui est devenu, au bout de quelques semaines, parce que les étudiants ont tenu le coup, hein, et jour après jour, ils se sont mobilisés, ils ont mobilisé des gens autour d'eux. La répression gouvernementale n'a pas tardé à se manifester. Un gouvernement usé, un gouvernement assez corrompu et assez veule aussi. Hein? Un gouvernement qui ne donne pas à rêver, qui ne... Ce sont là la tâche d'administrateur et un politicien assez roublard, fin, habile aussi, grand sens de l'humour. Hein? Chacun a loué... de manière continue, continuellement, le sens de l'humour de Jean Charest. Et donc, au cours de ce printemps-là, 2012, moi, ce que j'ai prétendu par la suite, c'est que ça avait été une révolution culturelle. Qu'il y a un avant et un après. Et au cours de ce printemps-là, la figure de Miron, décédé quand même 15 ans auparavant. Miron est décédé en 97. Et tout à coup, Miron était sur toutes les lèvres, en particulier son poème La marche à l'amour. Et revenant parfois tard de ces manifestations-là, parce que j'ai fini, moi aussi, par embarquer. Hein, parce que ce qui m'avait frappé, c'était la poésie. Voilà. C'était la poésie de la rue. La rue parlait. Hein, la rue disait des choses. Et il y avait beaucoup, beaucoup de créativité. Et j'ai toujours eu un titre en tête, au fond. Et ce titre-là, de ce que je pense avoir été une révolution culturelle, c'est l'adieu à Miron. C'est comme si, mon sentiment en tout cas, peut-être faudrait que je le développe, c'est que, sans dire qu'il y a eu une cassure là, en 2012, oui, parce qu'il y a eu une révolution culturelle, mais les révolutions, ils font pas table rase là, tout le temps. Des fois, c'est une manière de persévérer dans quelque chose d'autre. Et là, c'est comme si cette jeunesse-là disait à Gaston, à mon oncle Gaston, eh bien, Gaston, c'est à nous, là. C'est à nous maintenant de prendre la relève. C'est à nous de continuer ce chemin-là, ouvert par la parole. Et ne te décourage pas. On va faire les choses à notre manière, avec nos mots, avec l'incroyable, et ça, je salue ça de toutes mes forces, de toute l'énergie dont je suis capable, l'arrivée des littératures autochtones, l'arrivée des littératures autochtones, des poètes autochtones, qui je pense, sont nés dans ce nouvel élan poétique. Et là, maintenant, les poètes autochtones sont partout. Par contre, et je sais de sources sûres, parce que, bon, beaucoup de gens me parlent, beaucoup de gens me disent des choses, pas en espérant que j'aille les répéter sur YouTube là, le soir venu, mais il y a quelque chose qui doit être dit à quelqu'un, et ce quelque chose-là, parfois, c'est moi. Et donc, il y a une ségrégation des poètes autochtones, d'expression française.
ils sont snobés et méprisés par les poètes d'expression, les poètes autochtones d'expression anglaise. Et ce regard colonial qu'ils ont eux-mêmes introjecté, hein, qui se sont eux-mêmes, qu'ils ont intériorisé, eh bien, ils le projettent sur leurs sœurs et leurs frères autochtones. Ce serait comme des autochtones parlant français, écrivant de la poésie en français, qui est pour moi une sorte de miracle que je n'ai pas de mots pour dire à quel point ça me réjouit, à quel point je m'incline. Eh bien, pour eux, ça ne fait pas leur affaire. C'est comme, ils regardent ça de haut, comme si l'universalisme était nécessairement d'expression anglaise. Et que ce particularisme-là, eh bien, ils ne le saisissaient pas. Comme ces héritiers métis de bâtons de Rivière-Rouge qui ne connaissant pas un mot français, mais qui ont des patronymes canadiens français, qui débarquent dans les rues de Montréal et qui sont là, tout à coup, ils tombent dans une sorte de vortex. Parce qu'ils reviennent hein, à leur racine aussi canadienne-française. Et là, tout à coup, parce qu'il ne faut pas oublier, une partie importante des Autochtones au Québec sont métissés. Certains d'entre eux ont des patronymes canadiens-français. Ils ont, même les Mohawks de Kanesatake ont dans leur généalogie des grands-mères canadiennes-françaises. Et ça, là, ça leur... Au lieu d'en éprouver une sorte de joie, hein, comme la joie que j'exprime, eh bien, ils en éprouvent de la honte, ils en éprouvent de la culpabilité, comme si tout ce regard-là méprisant du colonisateur, ils l'avaient, ça l'était mangé sur eux-mêmes, ils l'avaient dévoré, esti. Oui, esti. Et, mais, donc, l'adieu à Miron. Alors, parfois, je revenais le soir, tard, là, la voix éraillée parce que j'avais gueulé comme un fou. C'était de la poésie pure. Et je pensais à Miron. L'adieu à Miron. Mais, c'est un adieu qui... C'est pas un adieu où on tourne le dos, c'est un adieu où on va de l'avant. Hein? Ouais. Je sais pas, peut-être j'ai même fait une vidéo qui s'appelle l'adieu à Miron. Je vais aller vérifier, je vais me googler. Dire, oh non, est-ce pas encore lui? Oui, pas encore moi, par pitié. Alors donc, si je conclus ma proche de 50 minutes, eh bien là, mes lectures depuis quelque temps, depuis que j'avais planifié d'être avec vous jusqu'au 8 février, date de la rouverture de mon petit commerce, eh bien, là, j'ai décidé que je serais là jusqu'à l'extinction du couvre-feu. Bon, qui va survenir, on ne sait trop quand. Donc, le suspense demeure entier, l'imprévu demeure imprévisible. Et là, je lis, parce que, évidemment, pour pouvoir les faire, ces vidéos-là, ben, mon activité de lecteur, elle est naturelle. Mais là, maintenant, je lis autrement. Et je ne lis plus seul. Cette activité du lecteur solitaire qui, au fond, tourne le dos. C'est pour ça aussi que le lecteur, c'est le réfractaire total. C'est celui qui se met à l'écart des grands courants, des grands débats de société, de toutes ces choses-là parfaitement ennuyeuses pour poursuivre ces petites recherches, ces petites élucubrations qui intéressent une poignée de personnes privilégiées, va sans dire. Mais là, je ne lis plus seul. Et ça, c'est étrange. Parce que, évidemment, pour les faire, ces vidéos, eh bien, il faut bien que je réfléchisse un peu. Hein? Et là, je suis en train de terminer un livre parce que samedi soir, on va essayer de faire un Facebook Live, mais des fois, les connexions, des fois, les satellites, c'est trop s'ils sont enfouis sous les mers ou
ils sont suspendus très haut dans le ciel, eh bien, les connexions, ils se font mal. Alors, je ne souhaiterais pas faire un Facebook Live qui tout à coup s'arrête pour être obligé de reprendre. Alors, je vais en discuter avec lui. Peut-être on va simplement se faire une vidéo en différé et qu'on va télécharger sur ma chaîne YouTube. Mais donc avec Pierre Berthelot qui a fait un livre sur Maurice Duplessis, qui est c'est un très très bon livre. J'ai relevé un paquet d'affaires. Je vais essayer de le cuisiner un peu quand même. C'est mon ami, hein, alors faut cuisiner ses amis. À défaut de les inviter à souper, on les cuisine. Faire de moi un petit Hannibal cannibale, Hannibal lecteur, hein, n'est-ce pas? Bon, c'est tout pour aujourd'hui. 51 minutes. Alors, la vie reculée, on ne sait de rien. Merci, bonsoir. Ben oui, à demain. À demain.